Le véhicule intermédiaire, de quoi parle-t-on? Donc l'objectif de la présentation, c'est de vous donner quelques éléments de contexte, de définition et d'enjeux par rapport au véhicule intermédiaire. Alors tout d'abord, on a regardé un petit peu les offres et les pratiques de déplacement au niveau du Haut-Rhin, voir comment ça fonctionne. Donc au niveau des agglomérations de Colmar, de Mulhouse et de Saint-Louis, qui sont entourées en zone, on a une offre de transport en commun forte, on a des aménagements de voirie, de la voirie apaisée, des pistes cyclables qui permettent une pratique assez importante de modes alternatifs à la voiture, si bien que la voiture pour les déplacements domicile-travail dans ces trois villes-centres ne représente que 60%. Par contre, dès qu'on sort des agglomérations et dès qu'on est à l'écart du réseau ferroviaire, là l'addition monte, puisque la voiture elle est utilisée de 70 à 95%, voire à 100% dans certaines communes pour les déplacements domicile-travail, ce qui est logique vu qu'on n'a pas vraiment d'alternative crédible dans ces territoires. Donc au niveau du périurbain et du rural, on a des difficultés de déplacement pour les personnes en situation de fragilité par rapport aux revenus, par rapport à l'âge, les plus âgés, les personnes sans permis, donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Mais malgré ce point noir, ça n'empêche pas la voiture d'être ultra dominante dans le périurbain et le rural. Alors pourquoi? Parce que la voiture présente une redoutable efficacité. On fait un déplacement d'un point A à point B à n'importe quelle heure. On peut emmener du monde, on peut transporter des charges. Donc c'est un outil extrêmement puissant. C'est pour ça qu'il s'est généralisé depuis une soixantaine d'années. Mais la voiture a des inconvénients. Elle ne sert quasiment jamais. Elle stationne 95% du temps. Elle est de plus en plus chère. Son coût a augmenté de 25% en une dizaine d'années en raison de l'accroissement du nombre d'équipements, en raison de l'électrification des voitures. Les voitures aussi ont une faible efficacité énergétique. Par exemple, une voiture thermique, il y a seulement 20% de l'énergie qui est consacrée à faire avancer la voiture. Et 81%, c'est soit de la chaleur, soit des frottements. La voiture électrique, par contre, elle présente un excellent rendement, on est à 80%, mais sachant qu'aujourd'hui, on vend plutôt des hybrides rechargeables, des hybrides tout court, le rendement se situe entre les deux. On a également des voitures qui transportent essentiellement leur masse, le poids de la ferraille, à 92%. Et on a des voitures qui deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus obèses, en raison des équipements croissants de sécurité, de l'électrification aussi, les batteries pèsent un poids, et elles sont de plus en plus grandes. Alors pour illustrer le propos, on a fait la comparaison entre deux modèles comparables, la Super 5 et la Clio. Donc en termes de longueur, la Super 5 elle mesurait 3,65 m dans les années 80. La Clio 5, qui est actuellement sur le marché, mesure 4 mètres, plus de 4 mètres, donc 11% d'augmentation. Au niveau de la largeur, c'est pire, puisque cette gamme s'est élargie de 14% en une trentaine d'années. Et le poids, j'en parle pas, c'est une augmentation de 50% pour un modèle qui est comparable. Donc on a vraiment une inflation des dimensions autour de la voiture, ce qui génère aussi de l'encombrement au niveau de l'espace public, des difficultés de stationnement. Donc, d'une façon générale, la voiture telle qu'on la connaît, c'est-à-dire qu'elle soit thermique, qu'elle soit électrique, qu'elle soit hybride, qu'elle soit hybride rechargeable, elle a du mal à répondre aux grands enjeux qui sont face à nous, notamment les enjeux de climat, le transport routier. Les gaz à effet de serre sont émis par moitié par les véhicules personnels, c'est tout à fait considérable. Il y a un enjeu énergétique. Les voitures, même électriques, consomment de l'énergie, l'énergie devient de plus en plus rare et de plus en plus chère. Des enjeux de cadre de vie, c'est-à-dire que même avec une voiture électrique, avec une voiture hydrogène, même si on n'a pas beaucoup, on va utiliser l'espace public, on va générer de la congestion et on va quand même générer aussi de la pollution. Et la pollution la plus dure à faire baisser, notamment particules fines avec les fourneaux. Et on a un problème de coût. La voiture telle qu'on la connaît, elle devient de plus en plus chère. Donc on a tendance à les garder de plus en plus longtemps. Alors, on peut se dire, mais quelles alternatives à la voiture? Alors,
On peut se dire, ouf, c'est génial, il y a une large gamme. Effectivement, il y a une très large gamme d'alternatives. Dans les agglomérations, on peut se déplacer à pied, on peut se déplacer à vélo, en vélo électrique. À Mulhouse, on peut prendre le tramway, le bus. Donc en cœur d'agglomération, ça marche plutôt pas mal. En périphérie, également, quand on a la chance d'habiter pas loin d'une gare, c'est bien. Par contre, dès qu'on habite en dehors des agglomérations et des gares, et ben là, les alternatives à la voiture, elles se réduisent à une peau de chagrin, puisque c'est plutôt du transport à la demande. Mais le transport à la demande est réservé qu'à un public fragile, souvent les plus âgés ou les personnes à mobilité réduite, à quelques incitations pour le covoiturage et à quelques aires de covoiturage. Donc il n'y a pas vraiment d'alternative. Et dans ces secteurs, on a également une difficulté à déployer en masse du transport collectif lourd, parce que ça coûte cher, et là, au niveau de la rentabilité, ça pourrait être compliqué. Donc, on a des solutions, des alternatives, surtout en cœur d'agglomération. Dans le périurbain et dans le rural, il y a un vrai défi. Et aujourd'hui, se dire que tous les déplacements, on les réalise en voiture lourde dans ces territoires, c'est un petit peu une aberration. On n'est pas obligé de déplacer 1,5 tonnes de ferraille pour faire une dizaine de kilomètres alors qu'on est seul dans le véhicule. C'est pourquoi le véhicule intermédiaire pourrait être une des solutions. Alors le véhicule intermédiaire, en termes de définition, c'est un moyen de transport de personnes ou de marchandises dont les caractéristiques se situent entre celles de la bicyclette et celles de l'automobile. Il s'agit de véhicules légers, souvent électriques, je dirais exclusivement électriques, ou à assistance électrique, avec un poids vide inférieur à 600 kg. Alors les définitions, il y en a beaucoup sur véhicules intermédiaires, on s'est calé sur celle de Frédéric Errand, qui est chercheur à l'université de Lille. Alors, est-ce que c'est une nouveauté, le véhicule intermédiaire? Ben non, finalement. Par le passé, on avait le Solex, qui a été vendu en masse de 1946 à 1988, qui a connu un âge d'or dans les années 50, 60, 70. On a eu la Matisse VL333. Alors pourquoi VL333? C'est pour dire véhicule léger, 3 roues, 3 portes, 3 personnes. Et ce prototype, il est sorti juste à l'après-guerre, et l'objectif, c'est d'avoir peu de consommation de matériaux, peu de consommation énergétique, puisqu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une pénurie dans tous les domaines, et il y avait également une difficulté financière au niveau des habitants. Et ça fait la transition avec la BMW Isetta, qui elle a été produite en grand nombre, 162 000 exemplaires. Et en fait, elle a été surnommée la moto coupée, parce qu'elle se situait entre la moto et la voiture. Et ça a été un grand succès pour BMW, ça a permis à la marque de se relancer après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu un vrai foisonnement à l'après-guerre, dans un contexte de pénurie, de difficultés. Et on a certains modèles qu'on peut toujours voir circuler, notamment le Piaggio AP. Donc ça, c'est un utilitaire qui permet de transporter des marchandises entre le scooter et la camionnette. Donc plus de 2 millions d'exemplaires produits. L'avantage de ce véhicule, c'est qu'il est léger, il est facile à entretenir, il n'est pas cher en fonctionnement. Son seul petit hic, c'est qu'il est un peu polluant. C'est ce qui a généré l'arrêt de la production en 2024, tout récemment, mais il est toujours produit en Inde. Et on a les Kei-Cars au Japon. Donc ça, c'est assez intéressant parce que les Kei-Cars, c'est vraiment un modèle qui est normé par des règles. Et pour être en Kei-Car au niveau du Japon, il faut que la voiture fasse moins de 3,40 m de long. Alors quand on regarde, la Super 5, elle faisait 3,65 m de long il y a 30 ans. Il faut qu'elle fasse moins de 1,48 m de large et moins de 65 chevaux. Donc c'est des mini-voitures. Et aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu au niveau du Japon, puisque c'est 40% de la part de marché. Alors pourquoi un tel succès? C'est que c'est pas cher. C'est pas cher à l'achat, c'est pas cher au fonctionnement, c'est pas cher au niveau de la fiscalité et des assurances. Et l'un des gros avantages, c'est qu'elle peut transporter, certains modèles peuvent transporter jusqu'à 4 personnes. Donc la mini-voiture, on peut se poser,
Est-ce que c'est une catégorie d'avenir? Alors aujourd'hui, il n'y en a pas en Europe, pas vraiment. Mais les constructeurs comme Stellantis, Renault poussent pour qu'il y ait une évolution de la réglementation afin de commercialiser ces mini-voitures au niveau du marché européen et permettre en fait de réduire le coût des véhicules qui aujourd'hui sont quand même très très chers. Une voiture électrique, ça coûte très cher. Alors, dans les véhicules intermédiaires, il n'y a pas que les mini-voitures. En fait, ça recouvre une très très grande diversité. Il y a tout d'abord une première catégorie avec les voitures intermédiaires avec pédales et assistance électrique. En général, ils transportent une personne, ils ont un bac, un caisson pour y poser des affaires ou des marchandises. Donc on a la première catégorie, c'est tout ce qui est vélo assistance électrique, speed pedelec, c'est une sorte de vélo électrique augmenté qui peut rouler plus vite à 45 km/h. On a les vélos cargo électriques, on commence à les voir au niveau du centre-ville de Mulhouse. La Poste réalise un certain nombre de livraisons avec ces vélos cargo électriques. Ils sont capables de transporter jusqu'à 300 kg de charge, donc c'est quand même assez important. On a les vélos mobiles ou les vélos couchés. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est des vélos qui permettent de se déplacer à grande vitesse, parce qu'il y a peu de prise au vent. D'ailleurs, le record de vitesse sur piste est plus de 140 km/h. Donc c'est quand même assez impressionnant. Après, on a les vélos voitures. Donc ça, c'est des modèles qui sont également très, très connus. Donc on pédale, on est assis, on a un habitacle plus ou moins fermé et on est sur quelque chose aussi qui n'est pas très lourd. On est aux alentours de 100 kg. Après, on a la deuxième famille de véhicules intermédiaires, sans pédale, avec une motorisation électrique. Là, on peut transporter quelquefois jusqu'à 2 personnes et on peut transporter un peu plus de marchandises. Donc on a les micro-voitures, ça c'est des sortes de quads électriques. On a les voiturettes électriques, ça tout le monde les connaît, la fameuse Citroën AMI, avec laquelle on peut rouler sans permis, il faut uniquement le permis à R, c'est aussi un brevet de sécurité routière, les Topolino. Il y a également les 2 roues motorisées, les tricycles, les quadricycles protégés, les mini-voitures. À votre droite, c'est la Renault Twizy, donc c'est un modèle qui a été commercialisé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et qui était un petit peu pionnier en la matière. Donc par rapport à ce véhicule intermédiaire, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une large gamme, c'est assez foisonnant. Aujourd'hui, les définitions restent encore assez... C'est quelque chose d'assez non normé. Donc si vous consultez dans des revues spécialisées, vous aurez à chaque fois des définitions qui présenteront une réflexion ou des éléments différents. Donc notre véhicule intermédiaire, il a des avantages quand même très importants, c'est qu'il a un impact environnemental très faible, c'est-à-dire qu'il ne consomme quasiment pas d'énergie. C'est très faible, vu que le poids est beaucoup plus réduit. Au lieu de transporter une tonne simple de ferraille, il en transporte juste quelques dizaines de kilos ou quelques centaines. Le coût d'achat est également beaucoup plus faible, parce qu'on est sur un véhicule plus léger. On a une efficacité énergétique, on a un coût d'achat d'utilisation qui est plus bas. Un vélo-voiture, ça Jérôme pourra bien en parler que moi, mais c'est entre 4 et 6 ou 7 000 euros, voire 8 000 euros. Une voiture, la voiture électrique la moins chère du marché, si je ne raconte pas de bêtises, c'est la Dacia Spring, on est aux alentours de 15 000 à 16 000 euros, peut-être un peu plus, avec une autonomie de 100 km ou 120 km. Donc les premières voitures électriques qui ont une autonomie plus large, elles coûtent facilement 20 000, 25 000 euros, 30 000 euros. Elles répondent à la plupart des usages. L'intérêt, c'est qu'elles sont accessibles sans permis ou avec des permis légers. Et elles sont adaptées à tout type de territoire, et plus particulièrement au périurbain et au rural. Donc c'est un modèle de mobilité plus sobre, plus local et plus durable. On a également des défis à relever par rapport à ce véhicule intermédiaire. Le premier défi, c'est la réglementation qui reste à élaborer. C'est quelque chose un peu nouveau, c'est normal, ce n'est pas encore clairement défini.
comme l'ont été d'ailleurs les trottinettes électriques il y a une dizaine d'années. Il a fallu attendre un décret de 2019 pour clarifier un petit peu les choses. Il y a également un enjeu d'industrialisation, un modèle de production à bâtir. Aujourd'hui, le plus souvent, c'est des productions locales, donc il y a peut-être un enjeu de standardisation dans la production des pièces, il y a un enjeu de développement local, il y a un enjeu aussi, et ça les développeurs y travaillent, pour transporter davantage de personnes, aller peut-être jusqu'à 4 personnes, augmenter les charges. Là maintenant c'est la réparation, alors c'est des véhicules qui sont faciles à entretenir, hein. Mais aujourd'hui il y a peu de garages, peu de personnes qui maîtrisent bien la chose. Il y a un enjeu autour des infrastructures de recharge et il y a surtout le principal défi, c'est l'évolution des représentations, c'est-à-dire les gens sont très attachés à la voiture. Et pour eux, un véhicule intermédiaire ne reste pas trop connu. Donc il y a un vrai enjeu pour faire connaître, pour développer la chose. Et il y a aussi un enjeu en termes de politique publique. Parce que le véhicule intermédiaire, aujourd'hui, il n'est pas forcément intégré dans les plans de mobilité urbains. Il y a un vrai enjeu à le proposer comme une alternative de plus à la voiture classique dans la palette. Il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas beaucoup du vélo électrique. Aujourd'hui, le vélo électrique fait partie intégrante de la grande famille du vélo, et je dirais qu'il est même en train de prendre le dessus dans certains territoires par rapport à certains publics. Donc il y a un vrai défi par rapport à ça. Et aujourd'hui, donc c'est la question qu'on se pose à la fin de cette présentation, c'est est-ce qu'en 2025, le véhicule intermédiaire commence à se faire une place? Est-ce qu'on a des exemples concrets? Est-ce qu'on a des initiatives? Et sur ces points-là, je pense que Jérôme va vous apporter un éclairage très précieux et en tant que praticien et sachant dans le domaine. À toi la parole. Merci Stéphane, bonjour à toutes et tous. Alors est-ce que en 2025 le véhicule intermédiaire commence-t-il à se faire une place? C'est la question que m'a posée Stéphane. Oui, en l'occurrence là vous voyez un véhicule intermédiaire en plein cœur de Paris. C'était lors de la nouvelle aventure mobile, un tour de France de quelques kilomètres dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça c'était en 2024 d'ailleurs, c'était l'an dernier. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 98, j'étais très loin de me soucier de la mobilité durable et d'une mobilité la moins impactante possible. Alors c'était même tout le contraire, j'étais omnibulé par les voitures, par la représentation. Là pour le coup, avec papa on regardait Turbo tous les samedis, ils m'ont emmené au salon de moto à Genève, où j'ai pu être pris en photo devant ce 4x4 du Dakar. Et puis je rêvais justement devant les images du Paris-Dakar, donc je m'étais fait un peu la promesse, quand j'étais grand, de travailler dans le milieu d'automobile. Là ça n'a pas loupé. Là, ce sont des imaginaires. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans le milieu de l'organisation de rallye automobile au Maroc, notamment le rallye Chef des Gazelles. Donc là c'était plus 4x4, hélicoptère, avion, donc c'est pas terrible niveau bilan carbone. Et là vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting ce matin à la FUS? Alors rassurez-vous, parce que tout le monde peut changer, ça a été mon cas en 2019. Comme d'autres, j'ai bifurqué, j'ai prise de conscience assez forte sur les enjeux climatiques. Je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on le fasse différemment. Et donc voilà, j'ai décidé de changer sur le fond et la forme. Le fond m'intéresse à des problèmes un peu plus généraux, d'enjeux sociétaux, plutôt que de mettre en avant des activités qui concernent que certains privilégiés qui peuvent aller dans le désert marocain pour aller faire du 4x4. Et puis dans la forme, j'ai essayé de le faire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc je suis passé du 4x4 au vélo solaire. Donc transition assez radicale quand même, c'est pas tout à fait les mêmes outils. Et donc voilà, j'ai commencé à traiter mes sujets, parce que je suis réalisateur et journaliste, en le faisant à vélo. Au départ, c'était juste un outil pour décarboner mon métier. Vous voyez, un vélo solaire d'ailleurs. Et puis, très rapidement, le vélo devient un sujet parce que je me rends compte du formidable potentiel de cet outil qui est très simple, mais qui peut vraiment révolutionner à la fois nos quotidiens et puis notre société. Donc du coup, voilà, je deviens aussi vélo-reporter de à vélo. Mais à vélo, c'est 6000 événements dans toute la France. Et puis un clin d'œil bien sûr pour M2A et la CCI qui est partenaire du Challenge Vélo M2A, parce que je crois tellement au vélo que je me suis investi aussi depuis 2023 auprès de M2A, et on a aujourd'hui 150 structures, associations, entreprises qui participent au Challenge Vélo M2A au mois de mai.
Bref, je parle encore un petit peu de vélo pour vous dire qu'on a un potentiel incroyable. Aujourd'hui, on sait que 40% des déplacements urbains en voiture en France font moins de 3 km. Donc quelque chose qui est facilement faisable à vélo. Le vélo, c'est très efficace aussi en termes de place dans les villes. Stéphane en parlait. Il faut savoir qu'une piste cyclable comme celle que vous voyez ici et qui est à Mulhouse, elle va accueillir 7 fois plus de trafic qu'une route dédiée aux voitures. Et bien sûr, moins de voitures, Stéphane l'a dit, c'est aussi plus de place pour mettre des arbres, lutter, s'adapter face au changement climatique. Donc en France, on peut faire 10 fois mieux sur le vélo. Aujourd'hui, c'est 4% environ des parts modales, c'est un petit peu augmenté suite à la crise Covid. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, on est à 30%. Donc on a un potentiel de faire x10. Et donc voilà, donc ça c'est sûr que c'est une donnée qui est conséquente. Alors, juste pour la petite histoire rapide, bon, je pense vous êtes plutôt des initiés ici, mais parfois on nous dit non, le vélo c'est culturel, aux Pays-Bas, les gens sont nés sur des vélos, mais c'est absolument faux. Vous savez qu'avant le choc pétrolier de 1974, les Pays-Bas c'était toute voiture, Amsterdam aussi, etc. Et c'est vraiment le choc pétrolier, donc on en revient à la notion de crise, qui a fait que les Néerlandais ont rationalisé leur déplacement et on fait la bascule sur le vélo. Mais alors du coup voilà, c'est bien de défendre le vélo, mais concrètement, est-ce que tout le monde fera du vélo demain? Non, quand c'est trop loin, trop haut, quand il y a des intempéries, quand on n'est pas à l'aise sur un vélo, parce que c'est bien beau de dire aux gens, ok, votre voiture pollue, elle est à cause du changement climatique, les glaciers fondent à cause de votre voiture, ok, très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on propose de concret et d'accessible? Et donc voilà, j'en viens au véhicule intermédiaire, et c'est pourquoi en 2024, j'ai décidé de faire un tour de France en véhicule intermédiaire pour prouver justement les capacités de ce véhicule-là, en se disant que s'il est capable de faire un tour de France, ce véhicule il peut clairement répondre à nos besoins du quotidien sur des trajets de 20, 40, 50 km. Et puis comme j'aime bien les défis, j'ai décidé de faire ça en plein hiver, février-mars. On sait que les intempéries, c'est un des freins majeurs à la pratique du vélo. Et donc voilà, on se dit que si on faisait ça sous la pluie, sous la neige et sous la grêle, évidemment ça pourra aussi répondre aux enjeux. Sans plus attendre, je vous propose déjà de découvrir ce véhicule-là, qui est le QBX Sorean. On peut rouler à 45 km/h avec 80 km d'autonomie en pédalant. On peut être seul ou à deux, ou un adulte et des enfants, jusqu'à 2 à 3 enfants même. Et on peut facilement faire 20, 30, 40, 50 km aller-retour par jour pour aller travailler, pour faire ses courses, pour ses loisirs, tout en étant abrité des éléments. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors forcément, vous vous demandez, est-ce qu'on a froid dans le véhicule? Alors pour l'instant, la réponse est non. Pour l'instant, réchauffement climatique oblige, je n'ai pas eu affaire à des températures négatives. Mais en tout cas, aujourd'hui par exemple, il fait 5 degrés. Je suis habillé tout à fait normalement. J'ai juste une petite doudoune, un pantalon normal et en revanche, des bonnes chaussures. Dans le véhicule, on est très bien protégé. Preuve en est, j'ai même pas de gants. Et puis bien sûr, l'autre élément qui fait qu'on n'a pas froid, c'est le pédalage. C'est comme un vélo, le corps se réchauffe et on est bien. Alors bien sûr, il est beaucoup plus agréable de rouler sur des petites routes de campagne peu fréquentées ou sur les axes limités à 50 km/h, et même sur les routes limitées à 80 ou 90 km/h, la cohabitation se passe bien parce qu'on est visible, ce qui permet aux automobilistes de bien anticiper. Et bien sûr, ce que je fais dès que c'est sécurisant, je me mets un petit peu sur le côté et je laisse passer les véhicules derrière moi. Et franchement, la cohabitation se passe super bien. Il y a même des petits klaxons sympathiques, des petits coucous ou des petits pouces de la part des automobilistes. Ça, c'est plutôt la bonne surprise. Et bien sûr, l'énorme avantage de ce véhicule intermédiaire, mais des véhicules intermédiaires en général, c'est leur consommation extrêmement faible. Pour seulement 1 € d'électricité, je peux parcourir près de 150 km. Ça veut dire que je peux faire 1000 km pour moins de 10 €. Et ça, évidemment, c'est la grande force de cette nouvelle forme de mobilité, surtout dans un monde où le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter. Et en plus, ça se charge très facilement sur une prise 220 comme une prise secteur que vous avez chez vous en 1h30 seulement. Et puis on a des sensations de pilotage qui sont vraiment excellentes avec une très bonne tenue de route. On est actif dans son déplacement, on retrouve les joies du vélo. C'est un véhicule qui se prend très facilement en main et avec lequel on a du plaisir dans son déplacement. Moi, j'adore. Et j'adore les véhicules intermédiaires, pour de vrai. Alors, les dénominateurs communs des véhicules intermédiaires, alors Stéphane a beaucoup abordé, c'est évidemment la sobriété, vous l'avez vu dans la vidéo, l'éco-conception, en tout cas la définition qu'on se donne du véhicule intermédiaire, quitte à réinventer la façon de se déplacer. Le but, c'est de faire un véhicule qui est vertueux pas seulement à l'usage, mais aussi dans sa production. Donc on va y revenir sur le but de ça, mais dans les véhicules que vous a présenté
Stéphane, il y a par exemple la Citroën Ami, sur le papier elle est pas mal, c'est un petit véhicule, peu de matière, moins de 600 kg, elle consomme pas trop, durabilité, facilité d'évaporation, ça c'est discutable, mais par contre elle est fabriquée non pas en France, mais au Maroc. En termes de production locale, de création d'emplois en France, c'est pas terrible. Et donc voilà, l'enjeu sur ces véhicules intermédiaires, c'est aussi de recréer une activité et une industrialisation en France. Et puis, dans tous ces véhicules que vous avez vus, évidemment, l'idée c'est d'abandonner le thermique, on va pas créer des véhicules intermédiaires à moteur à essence. Donc tous ces véhicules fonctionnent aujourd'hui de manière électrique, et donc il faut des batteries. Et tout le monde a entendu parler de l'enjeu sur les terres rares, les ressources pour créer ces batteries. Évidemment, plus le véhicule est petit, moins il y aura besoin de batteries. C'est un enjeu qui est vraiment conséquent. Et pour en parler, j'ai posé la question justement à des acteurs de l'automobile eux-mêmes. Qu'en pensent-ils de l'enjeu des batteries? Aujourd'hui, ils continuent à nous vendre des gros SUV de 1,5 tonnes, 2 tonnes, enfin, le SUV électrique c'est plutôt 2 tonnes, parce que le Renault 5 électrique c'est 1,5 tonnes. Donc voilà, comment eux voient cette notion de batterie et de ressources à trouver pour financer cette transition. Le monde de l'automobile est en plein bouleversement. La voiture dans la ville prend de plus en plus de place. Les véhicules de nouvelle génération sont chers. Avoir un parc européen uniquement constitué de voitures électriques telles qu'on les définit aujourd'hui, c'est-à-dire généralement entre 1 et 3 tonnes, n'est pas soutenable à cause du manque d'énergie et à cause du manque de métaux rares. Le scénario qui consisterait à remplacer la voiture thermique par une voiture électrique n'est pas viable. La courbe en rouge ici représente les besoins en métaux rares. Il serait nécessaire pour transformer ce parc de véhicules, et on voit qu'elle diverge totalement de la courbe en bleu qui représente nos capacités réelles de production. Il nous faut donc passer sur des véhicules plus légers, moins énergivores, à plus faible empreinte carbone, que ce soit dans leur phase de production ou dans leur phase d'exploitation. Voilà, ça ce sont les mots de, vous avez vu au départ, M. Jean-Louis Pêche, PDG du groupe Actia, c'est 1000 personnes dans le bassin toulousain, et ils fournissent des pièces pour un Mercedes, Stellantis, etc. Donc ils sont très ancrés dans le monde de l'automobile. Et eux-mêmes sont en train de s'orienter vers les véhicules intermédiaires. Donc ça c'est plutôt un signe qui est assez fort. Et en termes d'impact sur les batteries, ben voilà, par exemple typique, à gauche la fameuse Tesla Y, qu'on voit un petit peu partout, 80 kWh de batterie, et avec une seule batterie de Tesla Y, on peut faire 40 véhicules intermédiaires. Voilà, parce que cette batterie, pour le véhicule avec lequel j'ai fait le Tour de France, c'est seulement 2 kWh de batterie. Alors, l'ADEME croit beaucoup à ces véhicules-là. Elle investit d'ailleurs beaucoup de ressources dans ces projets, puisque d'après l'ADEME, 2 tiers des Français pourraient demain se déplacer avec ces véhicules intermédiaires, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Le but de ces véhicules intermédiaires, c'est pas de remplacer des vélos, des transports en commun qui fonctionnent bien, on l'a vu sur les zones centrales, mais plus d'aller plus loin, voilà, quand on va sortir de l'agglomération toulousaine pour aller en campagne, quand ça va desservir en termes de transport, quand il n'y a pas de piste cyclable pour le moment, peuvent être la solution. Et du coup, l'ADEME a monté un programme qui s'appelle l'Extrême Défi. En tout cas, vous voyez Monsieur Véhicule Intermédiaire en France, c'est Gabriel Plassin, qui est un ingénieur à l'ADEME, ancien de Conseil pour le climat. Et donc, il a monté ce programme qui un cahier des charges extrême pour faire 10 fois mieux que la voiture d'aujourd'hui, 10 fois plus léger, 10 fois plus sobre, 10 fois moins coûteux, etc. Et ce programme, il est en 3 phases. Première phase d'idéation, on repart de zéro, on réinvente un véhicule qui répond aux réels usages du quotidien. Une phase de prototypage, on les crée, ces véhicules, on les fait tester, on les fait rouler. D'ailleurs, celui que j'avais là, c'était le prototype numéro 1 de cette gamme QBX Soriane. Et puis ensuite, on les industrialise. Donc là, on commence à les produire en grande série, une centaine, des milliers, etc. Et le résultat aujourd'hui est là, puisqu'on a beaucoup de véhicules qui existent. Les premiers véhicules arrivent sur le marché, ça y est, c'est concret. Et on a aussi une manière de voir ces véhicules-là. On a des véhicules qui sont beaucoup plus proches du vélo et d'autres qui sont plus proches de la voiture électrique. Donc je vous propose de découvrir un premier véhicule qui est proche du vélo, celui-ci, et qui roule du coup à 25 à l'heure. Ça s'est bien passé, ça t'a plu le tournoi de basket? Ouais, T'as mis des paniers? bah oui. Ouais, c'est trop cool ça, bravo hein. T'es un champion, mon grand.
Derrière moi, j'emmène mes 2 garçons. Donc il y a Ernest et Léon, 4 ans et 6 ans. Là, on va à Cluny. Je vais poser les garçons à l'école et puis après, je vais bosser. C'est 12-13 km aller à 25-26 par jour. Toute l'année, quelle que soit la météo, même quand il neige, il n'y a vraiment aucun souci, ni le froid, ni le chaud, tous les temps. Je suis tombé sur les véhicules intermédiaires, dont l'Urbaner qui me permettait d'emmener les 2 enfants et d'être à l'abri, donc c'était parfait. C'est comme un vélo assistance électrique, c'est 25 km/h, une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Je l'ai depuis 2 ans, j'ai fait 10 000 km avec. On fait des économies avec un véhicule intermédiaire. L'électricité, c'est vraiment rien du tout, hein, c'est négligeable. Et donc on a cette pression-là en moins de voir le cours du pétrole qui fluctue. Côté entretien, c'est pareil, s'il n'y a pas la peur de tiens, faut que je l'emmène chez le garagiste, pour combien je vais en avoir. Donc on a le sentiment de moins dépendre d'un système économique et ça, c'est très agréable. Allez, on va à l'école. Voilà, ça c'était un véhicule qui roule à 25 à l'heure. On en a d'autres aussi qui roulent à 50 ou 80 km/h. Et pour ça, je vous emmène cette fois dans la vallée de l'Arve, donc un haut lieu pareil de la production automobile en France. Notamment, on produit des pièces dans le décolletage. C'est des pièces qui servent au moteur thermique, sauf que vous savez que ça va bientôt s'arrêter tout ça. Et donc il y a un équipementier automobile qui est le groupe Savoir, qui est un équipementier de rang 1, donc qui résonne au niveau mondial, et qui pareil fournit des pièces pour Stellantis, Mercedes, BMW, etc., qui s'est lancé dans la production de véhicules intermédiaires. Et donc je vous propose de découvrir la bagnole, ça ne s'invente pas, 2 kilos. Je pense qu'on l'a rendu désirable aussi par les couleurs fun, les matériaux naturels, une petite bouille sympa. La bagnole, c'est 350 kg de matière seulement, c'est 45 ou 80 km/h de vitesse max, c'est 70 ou 140 km d'autonomie, 4 roues, un volant, 2 pédales et un énorme volume de chargement de 150 kg de charge utile, tout ça pour transporter 2 personnes. Et ça coûtera 9 900 €. La batterie, c'est 6 kWh, c'est 10 fois moins qu'une Tesla. Le groupe Savoie, c'est un groupe industriel qui a été créé par mon père il y a maintenant 40 ans, qui est équipementier automobile de rang 1 dans la vallée de l'Arve, qui compte 600 salariés en France. Et il y a une nécessité de muter vers de nouvelles activités, avec notamment l'arrêt du moteur thermique en 2035. L'idée ici, c'est d'assembler cette année quelques centaines de véhicules, et puis à un horizon de plusieurs années, plusieurs milliers de véhicules, avec les créations d'emplois, une dizaine d'emplois, puis 50, 100, jusqu'à monter en cadence. Ce véhicule vient d'un certain ras-le-bol automobile. Pourquoi on fabrique des véhicules d'1,5 tonne, 2 tonnes pour transporter seulement une personne, alors qu'avec un véhicule de 350 kg, tu fais la même chose, quoi. On surfe sur les codes de l'automobile comme elle était au tout départ, la 2 chevaux, la Méhari, des engins qui étaient légers, faciles à utiliser, faciles à réparer. Le cœur névralgique du véhicule électrique, c'est la batterie, et dès le début de la conception, on a voulu que cet élément et ce sous-ensemble soient réparables. On a pris la décision stratégique de les produire nous-mêmes en France. On a tout de suite anticipé les logiques de réparabilité, les logiques de durabilité. C'est une équation budgétaire et économique entre un véhicule qui est accessible, mais aussi qui a une grande partie de sa valeur ajoutée qui est réalisée en France. Ça, c'est des voitures, je l'appelle comme ça, c'est un lapsus, mais c'est des véhicules intermédiaires que vous allez bientôt voir un peu partout, parce que, vous l'avez compris, je vous parle aussi de qui les produit, parce que c'est important de comprendre que ces véhicules intermédiaires, c'est plus une lubie de militants écologistes qui créent des véhicules dans leur garage, quoi. Ça y est, on a une force de frappe derrière, avec toute une économie qui est en train de se créer, et là, ça c'est une transition écologique qui est concrète. Hier, on fabriquait des pièces de moteurs thermiques, demain, on va fabriquer des véhicules électriques légers, produits localement, avec une logique de durabilité. Juste pour la petite histoire, vous allez comprendre que j'aime pas trop le Tesla Y, mais finalement une batterie de voiture, c'est comme si on avait, je schématise, mais c'est comme si on avait des piles assemblées ensemble. Il suffit qu'il y ait une de ces piles dans la batterie de votre Tesla Y ou autre qui ne marche plus pour que toute la batterie soit HS. Voilà, donc niveau transition écologique, c'est quand même pas terrible. Alors, je vous parlais des véhicules plus proches du vélo. Cette fois, on va aller vers un véhicule qui est beaucoup plus proche de la voiture. On pourrait même penser que c'en est une, sauf que non, ce n'est pas une voiture, c'est un quadricycle. Ce véhicule n'est pas une voiture, c'est un quadricycle. Il pèse 550 kg, il roule à 90 km/h, avec une autonomie de 100 km certifiée. Ce véhicule est produit dans les Alpes de Haute-Provence. Donc là, on est sur la ligne de fabrication, une ligne qui est déjà complètement opérationnelle, qui permettra à terme de sortir un véhicule par jour.
La grande révolution de Wiz, techniquement, c'est d'avoir mis un moteur dans chaque roue au lieu d'avoir un moteur central, ce qui permet de dégager beaucoup d'espace dans l'habitacle pour accommoder 2 personnes actuellement et 4 personnes à terme. La batterie est 4 fois plus légère qu'une batterie de Renault Zoé et au moins 6 fois plus légère qu'une batterie Tesla. Il y a un vrai paradoxe car nous avons cherché à fabriquer un véhicule léger, assemblé en France, et dans la mesure où c'est un quadricycle, il bénéficie d'un bonus de 900 € qui est le bonus d'un vélo électrique. Ça crée une distorsion de concurrence parce que les voitures électriques qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus consommatrices de matériaux, bénéficient d'une aide de 5 000 voire 7 000 €, ce qui les ramène au prix de notre véhicule ultra léger. Alors la Wiz, c'est vraiment un véhicule qui est vraiment formidable, qui roule très bien. Et une petite actualisation, entre-temps le bonus vélo a disparu, donc le véhicule intermédiaire que vous voyez, et les autres d'ailleurs, ne bénéficient vraiment plus d'aucune aide du tout. Et les voitures électriques ont 4 000 € d'aide. Alors il y a eu des changements, on a vu la Dacia Spring, qui est un petit véhicule électrique qui est intéressant sur le papier, sauf qu'il est fabriqué en Chine, donc pas terrible aussi niveau impact de carbone au niveau de la production. Ces véhicules-là ne sont plus aidés depuis que l'ADEME a mis en place le score environnemental, donc il conditionne les aides à l'achat sur les voitures électriques à des voitures électriques qui sont plus ou moins vertueuses, en tout cas moins impactantes. En tout cas, pour vous dire qu'une Renault 5 électrique qui est fabriquée en France, c'est pas mal, elle va avoir 4 000 € d'aide, donc on va s'approcher autour des 20 000 €. Et la Wiz, elle coûte 17 000 €. Et en fait, le gap, il y a une distorsion de concurrence parce que le gap est de 3 000 €, donc les gens ne vont pas acheter un véhicule qui roule à 90 à l'heure à 17 000 € alors qu'ils peuvent avoir pour 3 000 € de plus une Renault 5 électrique qui roule à 150, qui peut emmener 4 personnes, etc. Donc il faut créer ce gap et intégrer les véhicules intermédiaires dans les aides à l'achat pour évidemment que les choses soient juste équilibrées. Et alors là, on a beaucoup parlé du transport de personnes, mais peut-être qu'il y a d'autres usages aussi possibles avec ces véhicules intermédiaires. Rapidement, un exemple avec le Galibo qui roule à 45 à l'heure, il fait 500 kg et il peut transporter 300 kg de charge utile. Donc idéal pour les livraisons en zone périurbaine, mais aussi pourquoi pas pour les services techniques de la ville, pour se déplacer avec des matériaux, des outils, etc. Et puis on a le Midi-Pile qui est fabriqué en Charente et qui permet là aussi de transporter pas mal de matériaux. Ce véhicule, il pèse 300 kg, mais surtout, il peut transporter 300 kg. À côté d'une camionnette qui fait 1,5 tonne et qui transporte 600. On a toutes les têtes qui se tournent en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On a vraiment l'impression d'être des pionniers et d'inventer le futur. De demain, c'est aussi plus d'humain. Il faut que les livreurs ils soient valorisés, qu'ils aient envie de faire leur tournée, qu'ils s'amusent. En fait, c'est une expérience de conduite plus qu'un véhicule. On pédale, on met le corps en mouvement, on est un peu dedans, dehors. C'est le seul véhicule à pédale dans le monde du cargo qui va à 45 km/h. C'est le chaînon manquant entre le vélo cargo et la petite camionnette électrique. C'est un véhicule à 4 roues, un quadricycle. Il est carrossé fermé et derrière on met des charges, des palettes, des colis. Le compartiment arrière, en fait, on peut l'enlever et le remplacer. Notre autonomie, c'est 100 km. On se rebranche sur des prises domestiques et le lendemain, c'est reparti. En France, on a 400 000 camionnettes diesel qui tous les jours livrent des objets, des colis. Ces véhicules, ils sont faits pour faire 150 000 km et durer 10 à 15 ans. Nous, ce qu'on va faire, c'est exactement l'inverse. C'est des véhicules durables, plus petits, et surtout on va les réparer pour qu'ils n'aient pas de durée de vie. C'est exactement l'inverse de l'obsolescence programmée. Voilà, exactement l'inverse de l'obsolescence programmée qui est aussi très présente aujourd'hui dans l'industrie automobile malheureusement. Alors puisqu'on transporte des marchandises, pourquoi pas aussi faire du transport de personnes avec des véhicules intermédiaires, et pourquoi pas même faire du transport scolaire pour emmener les enfants à l'école le matin. J'aime bien quand c'est le bicycle. Et bien là, on est en plein transport scolaire, donc j'emmène les enfants à l'école Jean Jaurès, l'école primaire de Saint-Georges. Bonjour. Salut. Ça remet du vivant dans les villes. On a une mamie qui se met à la fenêtre, elle dit bonjour, c'est son moment de plaisir. Sur le toit, il y a des panneaux solaires, ça donne de l'énergie au bicycle. C'est économique, comme ça on ne prend pas la voiture et il n'y a pas de bouchon et pas de pollution aussi. Il y a un aspect pédagogique. Moi, j'ai les CP, CE1, CE2 qui sont sur le véhicule. Je les sensibilise au code de la route. Normalement, j'ai des CM1, CM2 derrière qui, eux, suivent le savoir rouler à vélo à l'école. Et les prochains, ça sera eux. On passe du transport scolaire et le week-end, on va transporter les personnes âgées au marché, par exemple, ou on les sort de l'EHPAD pour se balader. Il n'y a jamais eu autant d'intergénérationnalité que depuis qu'il y a le WeCycle.
Alors moi je suis tellement à fond depuis 1 an qu'on m'a laissé participer à l'élaboration du prochain WeCycle. Grâce à Mehdi, avec son expérience terrain, ça nous permet d'améliorer, d'optimiser le prototype pour le rendre super modulaire. En quelques minutes, il doit passer de la configuration scolaire à la configuration adulte ou marchandise dans un second temps. Il y a énormément d'intérêt des collectivités pour du ramassage à 3-4 km autour de la ville. Il y a déjà plus de 300 collectivités qui ont commandé des WeCycles, ça veut dire que ça bouge vite. Alors comment peut se développer ces véhicules, Stéphane en parlait des problèmes réglementaires. Pour vous dire là aussi que c'est sérieux, lors du Tour de France sur la nouvelle aventure mobile, on a pu aller en parler au SGPI, Secrétaire général pour l'investissement, et à l'Assemblée nationale. Secrétariat général pour l'investissement, mais aussi à l'Assemblée nationale, j'ai pu en parler avec des députés. Je suis arrivé avec d'autres collègues à faire arriver des vélos à l'Assemblée nationale. Moi, pourquoi pas faire arriver ce type de véhicule ici? Ma responsabilité, c'est non seulement d'améliorer la réglementation pour fluidifier, pour accélérer l'arrivée de ce type d'innovation, mais c'est aussi alourdir la fiscalité, notamment sur les véhicules les plus lourds, les SUV en particulier, en introduisant le malus au poids. C'est génial ça. Ça se prend facilement en main. Moi, je crois beaucoup au vélo. Je pense que le vélo peut être utilisé pour la plupart des usages. Et notre objectif, c'est effectivement de sortir du système construit autour de l'autosolisme et dans lequel, je pense, bien les véhicules intermédiaires peuvent jouer un rôle central pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise pour passer au vélo ou des personnes qui, effectivement, ont un certain nombre de distances à parcourir au quotidien qui dépassent les 20, 30, 40 km par jour. Écoutez, moi, je pousse pour qu'on aille le plus vite possible pour renforcer les liens entre les différentes filières et pour qu'on construise en France, pour que ça crée de l'emploi en France. Ces véhicules peuvent satisfaire 60% des besoins de mobilité du quotidien, en particulier dans le monde rural. C'est un défi puisque le but c'est quand même de baisser le coût et de le rendre le plus accessible possible. Alors forcément, vous vous posez la question, est-ce que ces véhicules peuvent vraiment rouler sur la route? A priori, j'en suis la preuve vivante, parce qu'encore une fois, je vais faire un tour de France à Nord. Mais pour avoir le cœur net aussi dans le quotidien des Françaises et Français, il y a des expérimentations qui sont menées, exemple avec le parc naturel régional des Grands Cosses autour de Millau. On fait énormément d'économies d'essence, de carburant, de conduire avec le véhicule intermédiaire. Je pense qu'on n'a pas besoin de grosses voitures pour se déplacer. C'est largement suffisant pour aller travailler. Ça fait plus d'1 mois que j'expérimente le véhicule intermédiaire et j'en suis vraiment ravie, en fait, vraiment contente. Les objectifs de l'expérimentation, c'est d'abord de collecter des retours d'expérience de la part de ces testeurs. Je suis surprise justement avec les automobilistes. Oui, je les trouve assez respectueux dans l'ensemble en fait. Et l'idée, c'est aussi de collecter des retours des autres usagers de la route, donc les automobilistes, les piétons, etc. Et tout ça va informer ensuite à la fois les constructeurs pour la mise au point de leur véhicule et à la fois les aménageurs pour savoir qu'est-ce qui est adapté pour permettre la circulation de ces véhicules. La première étape pour les testeurs, c'est de passer par une formation. Ensuite, on leur met à disposition une fiche technique dans chaque véhicule. On met aussi à disposition cette carte des conditions de circulation. Elle représente 3 données. D'abord, la vitesse moyenne, le volume de véhicules qui empruntent ces axes et enfin l'accidentologie. On voit aussi que souvent, la vitesse de circulation est plus faible que la vitesse maximum. Pour une meilleure cohabitation, avoir un macaron avec la vitesse maximum du véhicule intermédiaire à l'arrière était importante. Et par ailleurs, on essaie de communiquer un maximum. On essaie de déployer des panneaux, notamment en sortie de ville, au moment où les voitures s'apprêtent à accélérer parce qu'elles s'engagent sur une route à 80-90 km/h. Voilà, donc c'est possible. Alors demain, des milliers puis des millions de vélis sur nos routes, il y a un potentiel qui est énorme, vous l'avez vu. Alors il faut s'imaginer qu'on est en 2035, ça y est, l'interdiction de vente de voitures thermiques entre en vigueur. Mais on espère en tout cas que ça va changer, parce que le poids des automobiles est très fort. Et donc voilà, ça change évidemment le monde, un monde plus silencieux, avec moins de particules fines, moins de pollution. Et on peut imaginer qu'on a pris le bon virage, qu'on a développé le vélo, les véhicules intermédiaires, les transports en commun. Et donc le résultat de tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, si 63% de nos déplacements du quotidien sont faits en voiture, on pourrait imaginer que dans 10 ans, eh bien, on ait 30% de nos déplacements qui soient faits à vélo, comme finalement aux Pays-Bas, 25% en véhicules intermédiaires, à pied aussi en transport en commun, et finalement 5% en voiture. C'est-à-dire que finalement la voiture ne disparaît pas, mais elle reste présente pour les usages adaptés, quand on doit aller plus loin, qu'il n'y a pas d'alternative pour se déplacer autrement qu'en voiture. Voilà, on peut rêver d'un monde avec moins de voitures, sachant qu'on en a aujourd'hui 40 millions en France.
Et donc le résultat, c'est des villes qui s'apaisent, des arbres qui sont plantés, on a plus de place pour mettre des espaces de jeu pour les enfants, mettre des terrasses, des jardins partagés, un monde qui se réenchante, une qualité de l'air qui s'améliore, et surprise, même le moral des Français repart en hausse dans ce monde qui s'améliore et qui est beaucoup plus positif et joyeux à partager. Et bah, du coup, peut-être qu'en 2035, les enfants ne rêvent plus, comme moi, au même âge, de 4x4 ou de grosses voitures, mais de véhicules les moins impactants possibles. Voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas pour une vision de l'avenir. Alors comment agir aujourd'hui pour atteindre cette vision du monde en 2035? Qu'est-ce que vous pouvez faire de l'autre côté dans vos collectivités? Alors il y a l'intégration de flottes de véhicules intermédiaires dans vos collectivités, soit pour des usages de transport, soit pour les déplacements du personnel. Accélérer leur déploiement, au même titre que certaines collectivités permettent aux citoyens de tester des vélos spéciaux comme des vélos Kia, des hôtels, etc. Et bien on pourrait imaginer étendre ce modèle-là et puis permettre aux citoyens de tester des véhicules intermédiaires différents sur une semaine dans leur quotidien pour voir si c'est adapté à leur usage et voir si ça peut remplacer leur seconde voiture ou même leur voiture principale. Exemple, dans le parc naturel des Grands Cosses. On a 2 programmes qui permettent aux habitants des territoires ruraux de tester tout un ensemble de véhicules. Vitamine 12, l'expérimentation de véhicules innovants, et puis un programme de mise à disposition de nos flottes de vélos à assistance électrique, vélos cargo de tout type. Et ce que l'on remarque, c'est que 98% des personnes qui essayent sont convaincues et souvent après transforment leur mode de déplacement. Mon objectif, ça serait de faire des trajets du quotidien sans véhicule thermique. Un speedbike, c'est un vélo qui va à 45 km/h et qui permet de faire des trajets de 20 km, 30 km. Ça me permet de passer d'une voiture. Sur le territoire du parc des Grands Cosses, la moyenne des déplacements, c'est 18 km aller, sachant qu'on a 1000 mètres de dénivelé tous les 50 km. Ces véhicules intermédiaires, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant entre le vélo à assistance électrique et la voiture. Un véhicule C'est pas facile à prononcer. D'ailleurs, on les appelle beaucoup les vélis pour vélos électriques, légers et innovants. Alors, comment agir aussi? Pourquoi pas demain proposer du leasing social avec des véhicules intermédiaires? Vous savez qu'en France, on a 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité, qui ont des difficultés d'accès à l'emploi, à la santé, à la culture, au sport. Et donc, voilà, plutôt qu'imaginer mettre des bus partout, sur les zones rurales, et périurbaine, pourquoi pas permettre à des gens de pouvoir louer ces véhicules de manière très économique. On pourrait imaginer par exemple des véhicules intermédiaires loués à 100 € par mois pour que ces personnes qui ont des revenus modestes puissent retrouver du travail. Le ramassage scolaire, vous l'avez vu, vous avez vu le bicycle tout à l'heure, là vous découvrez le Woodibus fabriqué dans la région de Nantes. Et pour info, Transdev, qui opère je crois aussi le réseau Solea ici, a intégré dans son catalogue, qui propose aux collectivités, des véhicules intermédiaires façon vélobus qui sont opérés par des chauffeurs professionnels. Et puis l'autopartage, on connaît déjà Cities, aussi là il y a des solutions qui sont proposées. Là vous avez l'exemple d'un véhicule intermédiaire fabriqué à la région de Laval, en partenariat avec Bleu. Bleu, vous savez, c'est eux qui font les camions de pompiers, etc. Et ça s'appelle la Circle, c'est un véhicule intermédiaire qui est conçu dès le départ pour être remis à neuf tous les 6 ans. Donc c'est le même véhicule, mais tout est fait pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. Agir aussi en projetant, là vous avez vu des extraits de ce Tour de France, vous pouvez projeter le film que j'ai tiré de ce Tour de France, qui s'appelle La Nouvelle Aventure Mobile. C'est un film de 56 minutes, il est mis à disposition gracieusement auprès des entreprises, assos et collectivités pour organiser des projections. C'est jusqu'au 31 décembre 2025 et non 26, donc profitez-en. Et puis si vous êtes libre lundi soir, vous pouvez venir à la Cité du Vélo M2A, puisque ça va être projeté grâce aux shifters du Haut-Rhin, et ça sera à 20h. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre de nouveaux reportages sur les véhicules intermédiaires sur les réseaux sociaux. Puisqu'on va continuer à les documenter. Il y a des nouveaux modèles qui arrivent régulièrement et de nouvelles expérimentations qui sont à l'œuvre. Voilà. J'espère que ça vous a appris des choses. Non.